William Chagnon, je viens du Québec, l'Est du Canada. J'ai 31 ans, je suis célibataire, je suis en pleine santé. Mes hobbies, j'aime beaucoup l'histoire. Depuis environ 10 ans, j'ai découvert cette passion-là. Donc, j'aime la lecture. J'aime apprendre en général, j'aime la culture en général. Je suis très curieux de nature. Puis j'ai découvert depuis 1 an et 3 mois que la nature, vivre une certaine connexion avec la nature était pour moi une chose vraiment extraordinaire. Fait qu'à travers les randonnées en montagne et en canyon, je vis vraiment des moments qui sont pour moi fabuleux. Je dois dire que ces deux hobbies-là sont vraiment passion. OK. Sont vraiment les choses, les aspects dans ma vie qui Qui te plaît. m'intéressent le plus. Les deux? Les deux. Les deux. Non. Non, je crois pas. Non, je crois que je suis trop intellectuel pour être l'archétype. Le niveau de culture, écoute, là, je veux pas avoir l'air condescendant là, ou d'abord méprisant, mais le niveau de culture au Québec en général, je sais, il est inférieur, il est moins élevé que ce que j'ai comme culture. Et fait que non, je pense vraiment que j'ai une évaluation qui est quand même assez bonne. Je dirais que non, là, je suis pas l'archétype du Québécois. Je dirais que les gens en général sont faciles à aborder, à parler. Ils sont pas froids en général. C'est sûr qu'on a de drôles d'expressions que j'aime, comme les sacres, hostie, tabarnak, Les Christ. sacs, les blasphèmes, quoi. Ouais, les blasphèmes. Chris, hostie. C'est sûr qu'à un moment donné, si la personne a sac trop, c'est fatigant, ça casse les oreilles. Là, à un moment donné, juste un petit peu, ça va, de temps en temps. Mais là, si la personne a sac, elle blasphème, après, ça devient fatigant, ça a juste l'air de quelqu'un de mal engueulé, de mal, pas trop cultivé. Fait que juste avec modération, ça va. Ça, j'aime ça. À part ça, j'aime le fait qu'on a une liberté, là. On est dans une démocratie. C'est sûr que parfois l'hiver il fait assez froid. Fait que quand il fait des moins 35, ce qui est rare, ben là, on se les gèle, fait que c'est moins plaisant. En moyenne, il fait environ moins 20, moins 15 à moins 20 l'hiver, mois de janvier, février. Ensuite, décembre, c'est moins pire. Mars aussi, c'est moins pire. Fait que le froid, j'aime un peu moins quand c'est au-delà, en deçà de moins 30. Fait que c'est pas mal ça. J'ai pas mal ça, je sais pas. Ah, ben là, c'est sûr que si tu vas plus au nord, là, ça va être plus froid, là. Yukon, territoire du Nord-Ouest. Ah ouais, c'est clair. Nunavut, là. Non, je serais pas capable. Ma famille. Même au Canada. J'ai besoin de voir ma famille de façon régulière, puis Ouais. si c'est éloigné, si je vais éloigner nécessairement, je vais les voir moins souvent. Je crois que les voir à chaque semaine est pour moi minimum, maximum 2 semaines est pour moi vraiment important. Et non, mes parents, ma soeur aussi sont vraiment ouverts d'esprit. Ils m'ont toujours laissé aller dans mes choix de carrière. Ils m'ont jamais pressé. C'est sûr que parfois, plus jeune, j'ai essayé de faire un métier manuel. J'ai fait un métier manuel pendant plusieurs années, frigoriste, la réfrigération. À un moment donné, j'ai réalisé que le côté manuel, il me manquait quelque chose pour aviver mon esprit. Fait qu'après 5 ans à peu près, j'ai arrêté. Ensuite, j'ai posé des garde-fous sur le bord des routes. Des garde-fous, c'est des glissières de sécurité. OK. Encore là, c'était juste pour la paye parce que c'était très payant, parce que c'était pas encore là, c'était manuel. Puis c'est à peu près dans ces années-là, ensuite, j'ai découvert une passion pour l'histoire, ce qui est vraiment quelque chose de différent. Fait que je suis devenu plus intellectuel, plus ouvert sur le monde, la géopolitique, la politique. Puis graduellement, je me suis dit, OK, je veux devenir professeur d'histoire. Fait que j'ai terminé mon secondaire parce que j'avais quitté l'école à 16 ans, ne voyant pas pourquoi continuer parce que je voyais, il n'y avait rien qui m'accrochait dans les études. Fait que je suis allé finir mon secondaire, ensuite je suis allé au collégial, l'université, puis je vais commencer un mémoire, c'est-à-dire une maîtrise, à l'hiver dans 1 mois et demi environ. Non, je sais qu'en France, j'ai écouté des documentaires parfois, puis je sens que ce que certains historiens, sociologues racontaient, les politologues, ils disaient que oui, il y a une espèce de pression sociale de dire
il faut que l'homme ou la femme à un certain âge, vingtaine, elle aille faire des études. Tu l'as dit aussi tantôt. Il faut qu'il se trouve une situation sociale. Mais non, au Ça, au Québec, Québec, c'est moi. non, au Québec, je ressens, il n'y a vraiment pas ça. Puis il n'y a personne dans mon entourage aussi qui m'a fait ressentir de dire, ben, il y a le chum à ma mère, là, lui, il porte en dérision un peu le fait qu'il est rendu à 31 ans, j'avais pas encore un travail, que j'avais pas un travail genre définitif, là. Ouais. Parce que je me dis au moins, quand je vais être enseignant en histoire, je vais vraiment être prêt. Ouais. Il y a plusieurs enseignants, parfois ils commencent dans la vingtaine, puis ils sont pas assez sûrs d'eux. Puis là, quand que les élèves, des petits bums, quand ils testent l'autorité, puis qu'ils sont rebelles, mais là, oui, à un moment donné, ils peuvent arrêter d'être professeurs après quelques années parce que justement, ils n'étaient pas assez sûrs d'eux en partant. Puis à un moment donné, ben, c'est ça. Essayer de comprendre le monde. Euh, comprendre probablement mon prochain. Euh, essayer de comprendre aussi pourquoi il y avait eu tant de guerres. À un moment donné, tu comprends que les schémas se répètent, c'est juste les visages qui changent. Toujours les mêmes émotions euh, qui reviennent et qui font en sorte qu'à un moment donné, certains humains éprouvent du ressentiment envers leur prochain. Ouais. D'un autre côté, tu te dis, l'humain, il change un peu au fil des siècles, et on a toujours les mêmes pulsions souterraines. Mais oui, je crois vraiment que comprendre l'histoire en général permet du moins d'avoir plus d'empathie, plus de compassion envers son prochain. Mais encore là, c'est du cas par cas, parce que dans mes études, j'étais avec d'autres étudiants. Moi, l'histoire, ça m'a amené, je crois, une plus grande sensibilité envers mon prochain. Mais d'autres étudiants avec qui j'étais, qui étaient plus jeunes, mais on dirait qu'ils étudiaient l'histoire juste pour les connaissances, puis sans vraiment, selon moi, la vivre. Je sais qu'on ne peut pas la vivre non plus. C'est toujours des représentations mentales qu'on va se faire face à ce qu'on lit ou face au documentaire qu'on voit. Mais personnellement, je crois que quand on regarde d'un œil, d'un bon angle l'histoire, ça amène une plus grande sensibilité envers son prochain. Carrément. On comprend plus de choses, puis on est moins porté à juger rapidement, à moins avoir des préjugés, des jugements de valeur sur les autres. J'ai commencé il y a 6 mois et 3 semaines. J'ai commencé seul. Tout mon voyage, je l'ai fait seul parce que il n'y a personne dans mes amis, il y a aucun de mes amis ou personne dans mes entourages qui aiment faire de la randonnée à ce point-là. J'en fais jour après jour. Toi, tu randonnes tous les jours. Ouais. Ouais, au début, peut-être 6 jours semaine, mais là, à un moment donné, le corps, il s'habitue, fait qu'il est capable de randonner à chaque jour. Puis le fait aussi que les gens dans mon entourage ne peuvent pas se libérer non plus de leur travail, ou alors c'est leur famille, ils ont des enfants, dans mes amis. Fait qu'à un moment donné, tu comprends assez rapidement que si tu vas faire ce genre de projet-là, ben, tu dois le faire seul. Ouais, Il y a faut des pas. avantages et des inconvénients. Je dirais les avantages, c'est que tu peux aller à ton rythme quand tu randonnes. Il n'y a personne qui va dire ah, je suis trop fatigué aujourd'hui, ou d'abord en pleine randonnée. Ah, on retourne dessus, on retourne dessus. Puis là, maintenant, ben là, Pourquoi on retourne? on retourne. Est-ce qu'on retourne à l'auto? Est-ce qu'on Ah, on ok. termine la randonnée? Parce que là, je suis fatigué d'hier, d'avant-hier. C'est vrai que ça, oui, c'est un avantage de pouvoir randonner seul. Tu fais ce que tu veux, quand tu veux. Des avantages, c'est que bien sûr, il y a l'isolement. Tu te sens seul. C'est juste une journée que j'ai randonné avec un couple, puis avec toi hier, puis aujourd'hui. Et là, ça fait 6 mois, t'as dit 6 mois et 6 13 mois et jours. 3 semaines. Et ça va, tu gères bien d'ailleurs la solitude quand même? Ça dépend des jours, puis ça dépend aussi à même les journées. Ça fait des va-et-vient. Je m'ennuie énormément de ma famille, de ma mère, de mon père, de ma soeur, de la fille de ma soeur, du conjoint de ma soeur, puis de leur fils, Ouais. ma grand-mère, même mes cousins, cousines. Fait que souvent, je me suis dit, je vais retourner au Québec pour aller les voir. Je me suis dit, c'est très stimulant, c'est très captivant, c'est extraordinaire de voir des paysages fabuleux, de vivre les sensations aussi. C'est pas juste de voir les paysages, c'est de vivre les sensations aussi qui sont rattachées à ça. J'ai commencé ce voyage-là pour sentir une plus grande connexion avec la nature. Ce que je l'ai vraiment ressenti, je dirais, c'est jamais selon moi, comme une connexion avec un humain. Un humain, il y a vraiment un échange
quand il y a de l'amour entre les deux humains, il y a vraiment un échange réciproque qui fait en sorte que tu te sens compris par l'autre, puis l'autre aussi en échange. Selon moi, c'est ça la connexion, parce qu'avec la nature, tu peux pas communiquer que donner du sens, échanger du sens avec un animal ou avec un cours d'eau ou avec des arbres. Fait que, oui, j'ai ressenti une genre de quiétude d'esprit plus grande, une certaine connexion, mais étant donné que je fais souvent des randonnées ambitieuses, je commence tôt le matin puis je finis genre pratiquement toujours à la tombée de la nuit. Ben, ça fait en sorte que je suis toujours comme souvent dans un go-go-go. Mais j'ai appris depuis quelques semaines à être un peu moins dans le go-go-go, puis à plus prendre le temps de s'extasier, puis à dire, ben écoute, donc, si j'ai pas le temps de la finir, la randonnée, ben au moins j'aurais vu des paysages qui valaient vraiment la peine Toi, d'aller. tu voyages avec ta voiture. Ouais. Une Tu, belle Pontiac tu... Sunfire. Comment tu dis Pontiac? C'est une belle Pontiac Sunfire. C'est une auto très de base, une berline très de base. Et- Je dors souvent dans les stationnements de randonnée que j'ai fait la journée même. Fait que quand j'arrive à mon auto, le tombé de la nuit, ben mon lit est là. Fait que je me couche là, la tête dans la valise, puis les pieds qui arrivent entre les deux sièges avant. Mais ça fait un job. J'ai mis des rembourrures, des spacers pour pouvoir dormir de façon relativement confortable. Puis étant donné que je suis pratiquement tout le temps épuisé de mes randonnées, de mes journées, Tu dors bien. je vais quand même m'endormir assez rapidement. Et du coup, tu vas pas dans les villes, toi. Pratiquement pas, non. Ouais. Non, à moins de devoir les traverser pour me rendre dans un parc national ou dans un sentier qui est reculé. Dans ce voyage-ci, je revenais, j'avais fait une randonnée dans le Grand Canyon. Il avait fait beau toute la journée, beau soleil, c'était dans le mois de mai, début mai. Ça faisait environ un mois que j'étais en randonnée, que j'étais en voyage. Euh, Puis au retour, c'est que, bon, je remonte donc le canyon, parce que le Grand Canyon, c'est l'inverse des randonnées typiques. Tu commences en haut puis tu descends, puis ensuite tu dois remonter. Fait que, j'étais en train de remonter, j'étais à peu près à le tiers de la remontée. Il s'est mis à pleuvoir assez rapidement, les nuages se sont mis à être très denses, très foncés. Tout d'un coup, là, bon, il s'est mis à pleuvoir. Il a pleuvoir sur un bon temps, là, beaucoup. Fait que là, bon, je mets mon manteau imperméable, je l'avais amené au cas où. Je mets aussi, bon, qui recouvre mon sac, une autre couche imperméable. Mais là, il mouillait, il pleuvait énormément, c'était glissant. Puis là, j'avais de la misère à voir, il y a des cairns parfois, des cairns, c'est des empilations de roches sur les sentiers qui Le permettent cairn, ouais. de cibler où qu'est le sentier. Le balisage, ouais. Mais là, à la montée, c'est que c'était difficile de voir étaient où les cairns parce que c'était très incliné. Puis là, à un moment donné, c'est que là, il s'est mis à neiger. Fait que là, le sol il était trempé. Là, avec la neige, non seulement, ça venait en plus cacher le sentier. Fait que là, parfois, je prenais Outrails, l'application, pour me localiser. Mais là, étant donné que dans les canyons, le GPS, il y a de la difficulté à te trouver parce que c'est très serré, les parois rocheuses. Fait que là, le GPS, il n'arrivait pas à me trouver. Là, il faisait de plus en plus, la noirceur s'installait de plus en plus. Je continuais à avancer. C'était glissant. À un moment donné, c'était vraiment froid, là, je tremblotais. Puis j'ai eu peur à un moment donné de ne pas retrouver le chemin parce que, comme j'ai dit, la neige recouvrait, puis là, il faisait de plus en plus noir. J'avais une lampe frontale, mais même là, c'était difficile avec la neige, puis là, je ne pouvais pas me trouver avec le GPS. Finalement, j'ai retrouvé mon chemin. Je suis revenu à mon auto, mais j'ai vraiment eu peur de devoir passer la nuit là. C'était pas une option parce que je serais mort d'hypothermie. C'était vraiment froid. C'était quel mois au départ? Début mai. Début mai. Ça m'a surpris. Il a neigé en début mai. dans le Grand Canyon. Fait que ça, oui, disons que ça a été une expérience pour moi assez forte. Sinon, oui, à un moment donné, bon, après déjà 3 mois de voyage, je me disais, je m'ennuyais de ma famille. Je me disais, c'est quoi que je cherche à randonner jour après jour? Parce que quand tu marches jour après jour, puis seconde après seconde, minute après minute, à un moment donné, tu te dis, enjambée après enjambée, tu te dis, pourquoi je randonne? À un moment donné, c'est parce que tu as des efforts à donner, surtout quand c'est abrupt, rocailleux, que tu fais du scrambling parfois. Du scrambling, c'est utiliser main et pied pour remonter des parois rocheuses.
tu te dis à un moment donné, c'est quoi que tu cherches à... C'est quoi le but à marcher autant? OK, quand tu vois les paysages, mettons un sommet de montagne, tu te dis, ah, wow, ça valait vraiment la peine. Le paysage, il est vraiment extraordinaire. Mais encore là, tu te dis, surtout quand tu randonnes seul, tu te dis, c'est quoi que tu cherches? Fait que, ce que j'ai compris après environ 3 mois de randonnée, je dirais que je me suis toujours demandé depuis que début vingtaine, depuis que j'ai commencé à être plus intellectuel, à m'intéresser à l'histoire, je me suis toujours un peu demandé cette question-là de façon consciente ou inconsciente. Quel était le sens de la vie? Puis, depuis quelques mois, selon moi, c'est l'amour qu'on partage avec les gens, avec nos proches. Lorsqu'on sent qu'il y a une communion réciproque d'amour, selon moi, c'est vraiment ce qui apporte un sens à la vie. Sinon tu te sens seul. Tu as besoin que ton prochain te comprenne. Puis sinon, ben, si les autres ne te comprennent pas, ben, tu vas juste chercher graduellement à t'isoler de plus en plus, à être frustré. Euh, Fait que oui, moi j'ai la chance d'avoir des parents qui m'aiment, puis avoir une sœur aussi qui m'aime. Fait que je dois dire que je trouve ça très difficile depuis plusieurs mois. Il y a toujours une partie de moi qui me dit continue à l'aventure, ça t'amène un ravissement intérieur intense quand tu vois des beaux paysages. Les défis, quand tu les relèves jour après jour, surtout quand ils sont ambitieux, très difficiles, encore là, ça t'amène une sensation extraordinaire intérieure de confiance en soi plus grande, de dire je l'ai fait encore. Surtout quand tu parles avec des randonneurs, puis que tu leur projettes c'est quoi que tu veux faire dans la journée, ou d'abord en cours de journée, puis qu'ils te répondent en anglais ah non, it's impossible, it's really too difficult, you don't have the time at this hour. Ou d'abord qu'ils te répondent ben non, c'est trop abrupt, c'est dangereux. Puis Là, quand tu prends ton temps, puis que tu réalises ce qui était impossible selon certaines personnes, ou même selon ce que tu voyais toi-même au début, parce que parfois, quand tu vois des sommets de montagne ou d'abord des bas de canyon, puis tu vois que pour te rendre, c'est dangereux, ça va être long, mais que tu le fais finalement, puis qu'à la fin de la journée, c'est gratifiant, quoi. ouais, c'est très, très gratifiant. Fait que je dois dire que oui, il y a toujours deux parties de moi qui disaient continue l'aventure, et l'autre de dire retourne voir les gens que tu aimes. Ça a été pour moi un dilemme, un combat. Je pense pas que le mot combat est trop fort. Ça a été une lutte intérieure pour moi vraiment intense. C'est mon deuxième. Je l'ai fait un l'été dernier au Yukon, en Alaska, Colombie-Britannique et Alberta, qui a duré 4 mois. Encore là, c'était de la randonnée. C'est l'aventure. C'est pas pour rien que je randonne du matin au soir, c'est parce que je veux vivre, voir des beaux paysages. Mais oui, à travers ça, à un moment donné, c'est parce que quand tu es seul, tu randonnes toute la journée, tu as juste le temps d'être dans tes mêmes idées. Fait que oui, il y avait un aspect un peu spirituel, oui. Il y a pas un peu, il y a un aspect spirituel. Je parle au passé parce que mon voyage va se terminer dans une semaine. Ok. Et je vais donc retourner aller au Québec. Être enseignant d'histoire, être plus entreprenante pour trouver une conjointe, une femme avec qui je pourrais partager des émotions réciproques. Ensuite, mon futur, le partager avec les gens que j'aime, ma famille. Et le voyage, il te donnerait pas un peu justement la confiance qui te... Un peu plus de confiance? Je crois que oui, oui. Ouais. J'ai toujours été porté à me diminuer, puis réaliser des choses qui paraissent pour toi ou pour d'autres impossibles. Ben, quand tu le fais, ben, Ouais. ça t'amène, moi, Il y a la satisfaction, la ça confiance. m'amène une plus grande confiance en moi. Je crois que ça va continuer, que la condition humaine en général va continuer à s'améliorer, que les pays pauvres du tiers-monde vont continuer à avoir des meilleures conditions de vie. Ouais. On va avoir encore des guerres, je le crois, mais je crois qu'en général, si je regarde l'histoire, en général, il y a une augmentation du niveau de vie, je
te vois une diminution du nombre de morts là, dans les guerres, mais je sais pas, je pense pas. Toi, t'es positif. Ouais, je suis plus positif que pessimiste. Optimiste, pardon. Ouais. C'est sûr que parfois, quand tu regardes les nouvelles, puis tu sais, les nouvelles, c'est pas là que tu te remontes le moral, puis que tu réussis à te faire une tête positive face à la condition humaine, parce que c'est juste des mauvaises nouvelles. Ils savent bien, les médias, que qu'est-ce qui vend, c'est les mauvaises nouvelles, les mauvaises chocs, les nouvelles sensationnelles. Fait que t'as aucune bonne nouvelle là-dedans. Fait que quand tu regardes ça, tu te dis, coudonc, l'humanité, c'est pas long qu'elle va s'auto-détruire. Mais je crois que, oui, il y a beaucoup de beau et de laid dans l'humain, mais je suis porté à voir, malgré tout, que la balance penche plus pour la beauté dans l'humain que la laideur. Mais ça dépend toujours comment que les humains ont été éduqués, dans quel milieu social ils ont évolué. Si tu fais évoluer un humain dans un milieu social où que là, on l'amène à comprendre qu'il faut qu'il soit en compétition avec son prochain, puis qu'il faut qu'il voit toujours l'autre comme un être sur qui il peut écraser pour se remonter, ben nécessairement, ça l'amène des conflits et des guerres. Fait que si t'as, comme on disait hier, fac ou fac, alors si au contraire, l'humain évolue dès l'enfance dans une société qui l'amène à essayer de comprendre davantage son prochain, à dire parfois ton prochain peut avoir une vision limitée pour X, Y raison, et qu'avoir plus d'empathie pour lui peut être bénéfique. Je crois vraiment que c'est avec ça qu'on peut construire un monde meilleur. Mais ça, c'est qu'il faut que chaque pays le fasse. C'est vraiment pas facile que chaque pays le fasse parce qu'il y a des intérêts privés, souvent des intérêts nationaux qui viennent diminuer ces chances-là. Ah, le meilleur conseil, ben, de voyager avec quelqu'un d'autre, c'est sûr que c'est, selon moi, beaucoup plus plaisant. Ouais. Tu partages du sens avec quelqu'un d'autre, puis bon, c'est plus sécurisant. Tu parles, avec quelqu'un d'autre, tu échanges, ce qui est, selon moi, vraiment plus intéressant. Moi, je le fais, comme j'ai dit, parce qu'à un moment donné, j'ai compris que si je voulais vraiment vivre ça, aller à mon rythme, il fallait que je le fasse. Je dirais de vivre de la façon la façon qu'il te plaît, sans te tracasser de ce que les autres peuvent bien penser de ce que tu choisis comme choix de vie. Sinon, tu vas toujours être empêtré dans des conventions sociales, dans des attentes d'autrui. C'est clair, c'est clair. Puis tu vas jamais t'épanouir parce que tu vas toujours dire « je devrais faire telle chose parce que les autres attendent telle chose ». Puis tu vas toujours te sentir un peu emprisonné, toujours jamais heureux. Puis à un moment donné, ben, tu vas peut-être arriver à la cinquantaine, soixantaine, puis à un moment donné, tu vas peut-être te taper une petite crise existentielle, puis dire « j'aurais donc dû vivre la façon que je voulais quand j'étais jeune, j'aurais pu faire telle et telle chose, maintenant je suis rendu vieux, ou presque vieux, je peux plus le faire pour x, y raison. Fait que oui, mon meilleur... Le faire quand on peut, quoi. Ouais, de vraiment... Ah, je vais utiliser un terme québécois, vraiment te crisser de ce que les autres pensent, vraiment te foutre de ce que les autres pensent, pour vraiment avoir aucun remords ensuite. Justement, j'allais te poser cette dernière question. Quelle est ton expression préférée québécoise? Ah, ok. Fucker le chien. Fucker le chien, ça veut dire... Fucker le chien. Ouais. Si tu le prends de façon littérale, ça veut dire que... J'ai bien compris. Tu baiserais un chien. Là, ça veut dire, en québécois, fucker le chien, c'est avoir du gros trouble, avoir beaucoup de difficultés dans une situation. Par exemple, ton auto n'avait pas démarré. Là, tu es dans ton auto en train de taper avec ton marteau sur le démarreur pour essayer de démarrer l'auto pendant que quelqu'un essaie de tourner la clé pendant ce temps-là. Ça serait fucker le chien parce que là, si tu gosses, t'essayes, ça marche pas, puis là, t'es pressé par le temps, puis là, ça... Fucker le chien. Super. Ben, merci, Will. Ça fait plaisir.